mais comme j'ai pété mon crâne, genre vraiment j'ai vu l'annonce et j'étais genre... Hello tout le monde, c'est Audrey. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur mes meilleures lectures de l'année 2025. Je sais que ça fait 2 ou 3 semaines que je suis pas très présente sur YouTube. Je débute donc je suis encore en train d'essayer de trouver une organisation entre mon travail à temps plein, mes loisirs, ma vie privée, la création de contenu, etc. Donc je tâtonne encore un peu et la période de fête n'a rien arrangé. Donc je suis désolée mais aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'ai beaucoup aimé préparer, c'est-à-dire mes meilleures lectures de cette année. Je vous l'ai fait sous forme de top 5, donc on va commencer avec une lecture qui a été un très gros coup de cœur mais pas autant que les autres, et on va terminer par le coup de cœur ultime de cette année dont j'ai trop hâte de vous parler. C'est parti. Bon, on va pas se mentir, ça a pas été la plus productive des années mais je suis quand même assez fière du nombre de livres que j'ai lus. Vous, ça va vous paraître clairement ridicule mais j'ai lu 20 livres. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Donc 20 livres lus cette année, mais par contre là où je suis pas peu fière c'est que j'en ai pas acheté tant que ça et j'en ai pas reçu tant que ça en cadeau non plus, donc ma pile à lire a quand même fameusement diminué, ce qui fait que là maintenant je pense que dans ma pile à lire j'ai environ 50 livres, sachant qu'il y en a que je dois vendre, je dois faire les annonces Vinted, etc. Je pense qu'une fois que j'aurai retiré tous les livres que je compte pas lire parce qu'ils me tentent plus ou autre, je pense que je suis à moins de 30 livres dans ma palle, et ça... Merci. Je suis quand même relativement contente de mon rythme, surtout sur cette fin d'année. Si vous avez vu ma vidéo sur mon investissement dans la liseuse Kobo Clara BW, donc je vous résume très rapidement, je déteste les liseuses, je détestais les liseuses, et en fait j'ai fait une vidéo où je découvre et où je teste la Kobo Clara BW, et en fait j'adore. Et ce que j'explique comme avantage dans cette vidéo, c'est que j'ai vraiment amélioré énormément mon temps de lecture, ce qui fait que sur un mois je crois que j'ai lu 6 ou 7 livres, ce qui est plus que un quart de ce que j'ai lu en un an, hein. Donc j'espère que je vais réussir à garder ce rythme là grâce à la liseuse pour l'année 2026. Sait-on jamais que j'arrive au-delà des 20 livres lus sur l'année 2026, croisons les doigts. Bon, nous avons assez parlé, maintenant je vais vous montrer mon top 5 de cette année. En 5e place, et donc qui est un gros coup de cœur mais un tout petit peu moins que les autres, nous avons Le Roi au cœur de pierre de Missa Miliko, publié aux éditions Addictazy. Dans cette histoire, nous suivons Lilith qui vit sur les îles de la nuit et qui va être kidnappée par les soldats du souverain des terres de la clarté qui s'appelle Lorgane. Alors Lorgane, pourquoi est-ce qu'il la kidnappe, cette pauvre fille? En fait c'est parce qu'il est persuadé qu'elle est la fille d'une puissante sorcière qui a jeté une malédiction sur lui et toute sa lignée. Et la malédiction, c'est pas n'importe laquelle, c'est une malédiction qui dit, je cite, que s'il tombe amoureux, lui ou un membre de sa lignée, son cœur flétrira et pourrira comme un fruit rongé par les vers. C'est joyeux, hein. J'ai l'impression que personne ne parle de ce livre alors qu'il est tellement incroyable, genre vraiment j'ai passé un tellement bon moment, et même moi je l'avais pas vu sur les réseaux, je l'ai croisé bêtement en allant chez Carrefour, hein. Donc pour vous dire, j'ai été chez Carrefour, je l'ai vu, j'ai lu le résumé, j'ai regardé les avis sur internet qui sont quand même majoritairement géniaux, genre la majorité des personnes le trouvent incroyable, et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais lui donner sa chance, et quelle claque, mais quelle claque, genre vraiment ce livre a tout pour me plaire. Malédiction, enemies to lovers, hein, parce qu'il y a quand même une histoire de kidnapping, on a des sorcières, on a vraiment tout ce qui pouvait fonctionner sur moi, et en même temps il y a une touche d'originalité qui a été rajoutée parce que bon, des histoires de sorcières, de kidnapping, de malédiction machin, on en a vu pas mal, mais ici je trouve que l'autrice a vraiment réussi à ajouter de l'originalité de par la personnalité de ses personnages, le monde aussi qu'elle construit, les relations entre les deux protagonistes principaux qui sont... mais tellement bien, tellement bien. C'était vraiment une très bonne lecture, et comme je vous dis, je suis vraiment très étonnée de pas l'avoir vu passer ailleurs, parce que franchement à chaque fois que j'ouvrais ce livre j'avais l'impression que mon esprit il s'évadait, que je vivais une autre vie qui était tout aussi incroyable qu'effrayante, hein, parce que bon, la pauvre fille s'est quand même fait kidnapper alors qu'elle a rien demandé, mais c'était vraiment très bien, c'était une très bonne lecture. Seul petit point négatif entre guillemets sur le fait que c'est un seul tome, il n'y a pas de suite si je ne me trompe pas, et donc moi j'ai eu un petit goût de trop peu quand même, tu vois, quand t'aimes bien le truc tu te dis ah ça m'aurait pas dérangé d'avoir une histoire même secondaire, un préquel sur d'autres personnages ou autres, là ça m'a un petit peu manqué, mais en même temps ça rajoute un petit peu du charme sur le fait que l'autrice ne va pas chercher encore et encore des raisons de faire du fric. Ce livre se suffit en soi à lui seul, mais voilà, j'avais un petit goût de trop peu
peu quand même parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire et l'univers. Ensuite on passe à la 4e place de ce top 5 avec L'Empire des Ouragans de Alexiane de Lys, publié aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Ici on est clairement dans une troupe de mariage arrangé mais bien différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc on suit Chamar de Vaspie qui est héritière du duché de la colère. Problème c'est qu'elle est un petit peu considérée comme la honte de sa famille parce qu'elle est la seule à ne pas avoir de pouvoir magique. Et donc en fait ce mariage arrangé il va juste être dans le but de se débarrasser de Chamar, ce qui fait que ça l'arrange et sa famille parce qu'ils veulent plus d'elle vu que c'est un peu la honte de la famille, et en même temps ça va arranger Chamar parce qu'elle en a marre d'être considérée comme une paria par son entourage, et donc finalement elle va être offerte au duché des Sans-Âmes. L'Empire des Sans-Âmes, il est vraiment considéré comme le cauchemar de cet univers, donc c'est vraiment l'empire où personne ne veut aller, on sait pas trop ce qu'il y a là-bas, mais on sait que c'est une horreur. En tout cas c'est comme ça qu'on l'a dépeint à Chamar, donc elle avait quand même quelques craintes, et en fait en étant destinée du coup à l'empereur de l'Empire des Sans-Âmes, elle se rend compte que cet empereur n'est pas si horrible que ça, et son royaume non plus. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes lectures du mois de novembre, mais je parlais très rapidement de ce livre en disant que je trouvais que pour le moment c'était très difficile pour les auteurs de se différencier avec toujours le même univers entre guillemets. Donc là vous vous en doutez, on a des créatures magiques qui ressemblent très fort à des dragons, on a une troupe de mariage arrangé, on a un peu un enemies to lover, on a de la royauté, de la guerre, des complots, etc. Et en fait quand j'ai commencé le livre je me suis dit bon, c'est encore des tropes très clichés, est-ce que vraiment ça va sortir du lot et tout. J'étais vraiment pas hyper motivée de lire ce livre. En plus Alexiane de Lys, j'ai déjà DNF un des livres qu'elle avait lu, je ne sais plus c'est lequel, je vais vous le mettre là, mais j'avais pas du tout aimé ce livre, j'avais pas du tout aimé l'écriture, je l'avais abandonné je pense au bout de 100 pages, je lui ai même pas donné sa chance, et donc celui-là j'y allais vraiment un peu avec des pieds de plomb, et c'est là qu'est ma grosse erreur. Bah en fait je me suis tout simplement pris une grosse claque parce que j'attendais tellement rien de différent des autres livres de la part de ce bouquin, que j'ai été d'autant plus surprise quand je me suis rendu compte que je n'arrivais tout simplement pas à le lâcher. Vraiment dès que je l'ouvrais je partais pour 100-200 pages d'un coup parce que je n'arrivais plus à m'arrêter. Je trouve que la plume de l'autrice était hyper addictive, les créatures dont on parle à l'intérieur, la personnalité de Chamar qui est quand même très différente des protagonistes qu'on a l'habitude de lire, le principe du mariage arrangé qui au final arrange vraiment tout le monde, il n'y en a pas un qui est moins bien loti que les autres dans cette histoire et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est très original et qui moi m'a poussé à vraiment dévorer ce livre en quelques jours, j'ai vraiment adoré. Après vous vous en doutez, s'il n'est que en 4e place de ce top 5, c'est parce que quand même la romance est très prévisible. Je pense que là juste en vous parlant de mariage arrangé, vous vous doutez bien de comment ça va terminer, mais en même temps dans ce cas là et dans cet univers là, le fait que ce soit prévisible ça m'a absolument pas dérangé, voire même j'étais genre je sais où ça va terminer et j'ai quand même hyper hâte. Je trouvais que la relation était hyper chouette, parfois hyper légère et parfois plus complexe, plus dramatique entre guillemets par rapport au complot qui se passe entre les deux royaumes. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, vraiment trop bien, et je vous conseille vraiment de vous le procurer si c'est pas déjà fait. Nous passons maintenant à mon top 3, donc mes 3 meilleures lectures de l'année 2025, et en 3e place nous avons le premier tome de Bounded by Thorns, Beast of the Briar, écrit par Elisabeth Hélène aux éditions Chatterley. Je vous ai déjà fait un résumé très complet dans ma dernière vidéo sur mes lectures du mois de novembre, donc ici je vais vraiment faire un résumé mais très rapide, surtout que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà ou qui ont déjà vu ce livre. Nous sommes donc ici sur une réécriture du conte de La Belle et la Bête où nous suivons Rosalina qui va prendre la place de son père comme otage dans le palais du prince de l'hiver. Elle va découvrir que ce prince est maudit, qu'une malédiction a été jetée sur lui, sur son royaume, mais elle va aussi découvrir qu'il n'est pas le seul à habiter dans ce royaume. Ils sont 4 princes et Rosalina est très indécise, elle a beaucoup de mal à choisir et elle les trouve tous les 4 très séduisants. J'ai beaucoup aimé cette lecture contre toute attente parce que c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Moi les romances qui sont trop spicy, trop romancées, où il y a trop de relations amoureuses etc, ça me dérange un petit peu. Je suis beaucoup plus science-fiction, dystopie etc. Donc là j'attendais pas vraiment grand chose, vous remarquerez c'est un petit peu ce que j'ai dit avec tous les autres livres. J'en attendais pas vraiment grand chose et pourtant j'ai été vraiment agréablement surprise. Je trouve que l'histoire est vraiment très bien écrite, la plume des autrices, donc c'est Elisabeth et Hélène, ces deux sœurs.
auteurs. La plume des autrices est vraiment très addictive. J'ai été scotchée au bouquin du début à la fin, je me suis beaucoup attachée au personnage, que ce soit à Rosalina, qui est quand même un peu un cliché ambulant, hein, mais franchement dans cette histoire ça m'a pas dérangée, mais aussi aux princes qui ont chacun une relation très différente avec Rosalina et qui apportent chacun quelque chose de très spécial à l'histoire. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille beaucoup, et puis l'objet livre en lui-même est magnifique, hein. D'ailleurs j'ai déjà acheté le tome 2 dans ma palle, je le trouve incroyablement beau, genre l'objet livre dans ma pile à lire il ressort comme ça, genre vraiment je le vois et je me dis prochaine lecture. En deuxième position j'ai nommé ce chef-d'œuvre, la beauté qu'est Le lever de soleil sur la moisson, donc un des préquels de Hunger Games, publié par Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous présente ce livre? On l'a tous vu passer partout, je pense que tous les avis étaient unanimes sur le fait que c'était une dinguerie ce bouquin, mais bon, je vais quand même vous la faire très rapidement. Nous suivons cette fois la 50e édition des Hunger Games, qui sont des jeux de l'expiation. Donc le principe des jeux de l'expiation, c'est qu'il y a toujours une petite particularité par rapport aux autres années. La particularité cette année-là, c'est que le nombre de tribus sélectionnées pour participer aux Hunger Games est doublé. Et dans ces tribus du district 12, nous retrouvons Emiche Abernathy, qui du coup était le mentor de Katniss Everdeen dans la trilogie principale des Hunger Games. Nous allons donc suivre son année des jeux, on va suivre un petit peu ses alliances, sa victoire aussi, parce que vous vous en doutez, s'il est devenu mentor de Katniss, c'est qu'il a gagné. Mais comment, pourquoi? Il a l'impression que les jeux sont truqués. Est-ce que c'est le cas? Il faut lire le livre. Plus je filme cette vidéo et plus je me rends compte que tous les livres que je vous présente dans mes coups de cœur sont des livres dont je n'attendais rien. Parce que contrairement aux autres, moi, Hunger Games, j'ai beaucoup aimé la trilogie principale, mais par contre, le préquel qu'elle a sorti sur Snow, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, j'ai détesté. J'ai tout simplement détesté. Je me suis dit, en fait dans ma tête je l'ai clairement déshérité. Pour moi il fait même pas partie de la saga Hunger Games tellement j'ai trouvé que c'était de la daube. Je suis peut-être un peu méchante, mais de toute façon Suzanne Collins ne verra jamais ma vidéo. Mais franchement j'ai trouvé que c'était de la pure daube. Donc pour moi il fait pas partie de la saga principale d'Hunger Games. Mais par contre, ça, dinguerie. Mais donc j'ai commencé quand même un petit peu cette lecture en me disant bon, ce serait un peu qui tout double, parce que autant j'ai adoré la trilogie principale, adoré sans que ce soit un coup de cœur, autant j'ai détesté la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc celui-là, dans quelle catégorie est-ce qu'il va se situer? Bah spoiler alerte, s'il est dans cette vidéo, c'est qu'il a été plus qu'une bonne lecture, ça a été mais un chef-d'œuvre. Ce livre est vraiment un pur chef-d'œuvre. La façon dont Suzanne Collins écrivait, j'avais l'impression en fait de suivre Emiche. J'avais l'impression d'être vraiment sa petite voix derrière son oreille, j'avais l'impression d'être à côté de lui tout au long de ses jeux, mais au point où même moi j'avais le stress des jeux, genre vraiment quand je commençais un chapitre j'étais là... C'est quoi la dinguerie qu'ils vont nous pondre encore dans ces jeux? Et j'avais peur pour lui, et j'étais triste pour lui, pour tout ce qui se passe pour lui et tout. Genre vraiment j'ai vraiment vécu cette histoire comme si c'était la mienne. Ça m'a énormément touchée, ça m'a tellement fait mal au cœur, et en même temps j'avais beaucoup d'espoir pour lui. Je savais qu'il allait gagner, donc j'avais pas trop peur pour lui, mais j'avais plus peur pour son entourage, pour à quel point ils vont le faire souffrir pour qu'il finisse comme le Emiche qu'on voit dans la trilogie Hunger Games de base, le mentor de Katniss. Bref, j'ai été, vous l'aurez compris, toute retournée par ce livre. Je suis vraiment passée par toutes les émotions. Je pleurais, puis je riais, puis j'avais peur, puis j'avais de l'espoir. Genre vraiment c'était des hauts et des bas constants, et c'est ce qui en fait une très bonne lecture et un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2025. J'ai aussi tellement hâte de voir l'adaptation cinématographique, surtout quand j'ai vu... Mais alors là, quand j'ai vu que c'était l'acteur de Voldemort qui allait jouer Coriolanus Snow, mais comme j'ai pété mon crâne, genre vraiment j'ai vu l'annonce et j'étais genre... J'ai vraiment trop hâte, je suis sûre que ça aussi ça va être un chef-d'œuvre cinématographique en général. J'ai vu qu'il y a un espèce de teaser ou une bande-annonce qui est sortie il y a pas trop longtemps, et ça va être incroyable. Mais encore une fois je vais pas me faire trop d'espoir, parce que souvent quand je me fais trop d'espoir je suis déçue. Donc là je vais juste rien attendre du truc et ce sera un coup de cœur, vous verrez. Et nous terminons ce top 5 avec le coup de cœur ultime de mon année 2025. J'ai nommé le tome 1 de Demos qui s'appelle La bénie de Césarée, écrit par Liz Kreisler et publié aux éditions Gulfstream Éditeur. Dans cette histoire nous suivons Verina qui est la protagoniste principale et qui est bénie du dieu du soleil qui s'appelle Césarée. Elle est l'empereur de son propre empire et elle se rend compte que plus le temps passe, plus il y a des personnes qui souhaitent la détrôner, jusqu'au jour où le
général de l'armée ennemie va être capturé et Verina est sûre qu'elle peut en trouver un avantage et l'utiliser pour faire pencher la balance dans ce jeu d'échecs politique qui est en place depuis bien trop longtemps dans son royaume. Vous vous en doutez, ce roman a été un énorme coup de cœur. On y suit une protagoniste qui est bien différente de ce qu'on a l'habitude de lire. En fait, plus le temps passe et plus on se rend compte qu'on n'est pas en train d'assister à la création d'une héroïne, mais plutôt à la création d'une antagoniste. Elle est rusée, elle est manipulatrice, certaines des décisions qu'elle prend sont cruelles et c'est ce qui change toute l'ambiance du livre. C'est vraiment ce qui fait toute la beauté de l'histoire et tout ce qui fait l'humanité du personnage principal également. Son personnage est tellement complexe mais aussi tellement humain et tellement transparent qu'au final je pense que chaque lecteur peut y retrouver une part sombre de sa propre personnalité. En tout cas moi ça m'a vraiment remué, c'est pas du tout une lecture doudou, les personnages ne sont pas drôles, il n'y a pas vraiment d'humour dans cette histoire, les personnages ne sont pas des saints, ils ont des pensées noires, des pensées profondes, mais je trouve que c'est justement ce qui manque énormément dans les lectures d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de romance, de on rigole, de machin, même dans des situations dramatiques. Ici c'est pas du tout le cas, une situation dramatique elle est décrite comme dramatique, les pensées sombres du personnage elles sont vraiment sombres et on peut s'y identifier vraiment très facilement. J'ai trouvé que ça ressortait vraiment par rapport à mes autres lectures, elle sort vraiment du lot et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur ultime de cette année, c'est que moi je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas dévoré comme les autres livres, j'y ai pas été addict comme les autres livres, mais par contre qu'est-ce que ça m'a remué. Si vous avez adoré les histoires du Joker, de Maléfique et si vous préférez toujours les méchants dans les livres et dans les films d'ailleurs, mais je vous en supplie sautez sur ce livre, genre vraiment il est tellement incroyable et tellement profond. En fait tu te rends compte qu'une personne qui est de prime abord hyper gentille, hyper simple et limite un petit peu victime, de par les traumatismes qu'on lui inflige ou qui lui sont infligés contre son gré, peut devenir vraiment un méchant, en fait, juste un méchant, prendre des décisions qui sont cruelles et qu'en fait toute la personnalité d'une personne, comme je vous dis que ce soit pour Maléfique, que ce soit pour le Joker, etc., il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause au fait qu'il soit méchant et souvent la cause est bien plus intéressante à lire et à regarder que celle du pourquoi le héros est devenu un héros. Le pourquoi cet antagoniste est devenu un antagoniste, moi c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plus intéressée que l'inverse avec les héros. Personnellement. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur mes meilleures lectures de l'année 2025. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre propre top 5 en commentaire et à me dire s'il y a certains livres dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous tentent et qui vous font de l'œil. De toute façon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à me soutenir en partageant cette vidéo autour de vous. Je vous remercie d'avance et surtout je vous souhaite de très belles fêtes. Bisous!